Au tournant du 7e siècle, alors que les rois mérovingiens s'enfoncent dans l'ombre et que le royaume franc vacille, une famille s'impose lentement, méthodiquement, les Pipinides. Issus d'alliances habiles, de mariages prestigieux et d'une stratégie patiente, cette lignée d'Austrasie construit pierre après pierre un pouvoir destiné à renverser l'ordre établi. Dans ce monde où se mêlent rivalité aristocratique, ambition cléricale et lutte de frontières, un nom encore inconnu s'apprête à surgir, celui de Charles Martel. Voici l'histoire fascinante de cette ascension spectaculaire, prélude à l'avènement carolingien. À la conquête de l'histoire. Charles Martel naît vers 685, fils de Pépin II de Herstal et de son épouse secondaire, Alpaïde. Sa naissance coïncide avec un moment crucial. En 687, son père remporte la victoire de Tertry et devient maire du palais d'un royaume franc réunifié, détenant le véritable pouvoir, tandis que le roi mérovingien Thierry III n'occupe plus qu'un rôle honorifique. La fonction de maire du palais, initialement modeste, évolue considérablement durant cette période. D'abord simple intendant du palais royal, il devient progressivement le véritable gestionnaire de la monarchie, acquérant un pouvoir croissant au détriment des rois mérovingiens affaiblis. Ce personnage tire désormais sa légitimité de l'aristocratie plutôt que du roi. La charge tend également à devenir irrévocable et héréditaire, malgré des résistances initiales. Dans les années 680, le principe héréditaire s'affirme progressivement. En Neustrie, Guislemar succède à son père Varathon, suivi par son gendre Beccarius, tandis qu'en Austrasie, la famille des Pipinides finit par monopoliser la fonction. C'est vers l'an 600 qu'émerge la figure quasi légendaire de Karlmann, ou Carloman, probablement d'origine saxonne, qui occupe une position importante à la cour d'Austrasie. Cet arrière-arrière-grand-père de Charles Martel réside à Landen, où naît son fils, Pépin, premier du nom, dit Pépin l'Ancien ou Pépin de Landen. Pépin de Landen succède à son père comme administrateur de la Hesbaye, région située entre Louvain et Liège, et devient maire du palais du roi Clotaire II. Son mariage avec Ita lui apporte 3 avantages considérables. Un prestige politique, sa femme étant issue d'une ancienne famille sénatoriale romaine, une extension spectaculaire de ses domaines, ajoutant à sa terre des Ardennes de Verdun, Metz, Liège et de Herstal, celle de la dot de son épouse en Aquitaine. Et enfin, un prestige spirituel inestimable, la famille d'Ita comptant plusieurs saints, dont son frère Modoald, évêque de Trèves, qui sera canonisé, ainsi que sa sœur Sévéra, qui sera une sainte, tout comme Ita elle-même et leur fille Gertrude. Au total, on recense 23 saints ou saintes dans la parenté des Pipinides au 7e et 8e siècle. Les liens avec les milieux religieux se renforcent encore par le mariage de leur fille Béga avec Ancégisel, fils de saint Arnoul, évêque de Metz. Né vers 580 près de Nancy, Arnoul est issu d'une puissante famille richement possessionnée entre la Meuse et la Moselle. Après un parcours typique d'un aristocrate, éducation à la cour, service auprès du maire du palais d'Austrasie puis intendant des domaines royaux, il choisit le camp de Clotaire II dans le conflit contre Brunehaut. Devenu roi des Francs en 613, Clotaire le nomme évêque de Metz, tout en lui conservant ses fonctions civiles, illustrant le mélange des genres caractéristiques de l'époque mérovingienne. Pépin de Landen et Arnoul se côtoient à la cour de Clotaire II, qui leur confie l'éducation de son fils Dagobert.
Cependant, à la mort de Clotaire en 629, Arnoul se retire au monastère de Remiremont, où il meurt en 640. Pépin se trouve isolé face à des familles rivales. Le roi Dagobert se méfie également de lui, et le maintient comme maire du palais, autant pour le surveiller que pour l'honorer. À la mort de Dagobert en 639, Pépin soutient son successeur, Sigebert, et en profite pour capter une partie du trésor, mais il meurt à son tour en 640. Son fils aîné, Grimoald, jeune homme de 24 ans, ambitieux et populaire, prend la relève. Ami du roi Sigebert III, il devient maire du palais après avoir fait assassiner son rival Othon. Visant plus haut, il cherche à obtenir la couronne royale pour sa famille en renforçant sa position, notamment en constituant un réseau de monastères dévoués à la cause pipinide. Le roi Sigebert III n'ayant pas d'enfant, Grimoald lui fait adopter son propre fils, qu'il nomme Childebert. Mais contre toute attente, Sigebert a un fils, Dagobert II. Et à la mort du roi en 656, Grimoald fait tondre Dagobert II, l'exile en Irlande et place son fils Childebert sur le trône. C'est le premier coup d'État carolingien. Les conséquences sont désastreuses. Les Neustriens, dirigés par le roi Clotaire III, s'emparent de Grimoald, l'assassinent après l'avoir torturé. Le fils de Grimoald, Childebert l'adopté, reste roi jusqu'à sa mort sans descendance en 662, après quoi la couronne d'Austrasie revient au mérovingien Childéric II, frère de Clotaire III. L'échec de Grimoald marque un coup d'arrêt dans l'ascension des Pipinides, qui connaissent une éclipse d'une 20aine d'années. Malgré ces revers, la famille se perpétue par la branche des Arnulfing. Anne-Gisèle et Béga ont un fils né à Herstal, qui porte le nom de son grand-père, Pépin II, dit Pépin de Herstal. C'est lui qui va redresser les affaires familiales et relancer la dynastie pipinide. Comme on l'a dit, vers 685 naît Charles, fils de Pépin II et de sa seconde épouse Alpaïde. Pépin, alors maire du palais d'Austrasie et de Neustrie, domine le roi Thierry III après sa victoire décisive à Tertry en 687, qui lui assure la suprématie sur le royaume mérovingien réunifié. Comme tous les grands de l'époque, Pépin pratique la polygamie. Sa première épouse, Plectrude, est une femme influente, issue d'une famille aristocratique possédant des domaines près de Cologne et Trèves. Elle renforce le pouvoir pipinide en soutenant le missionnaire Willibrord et participe activement à la vie politique. Elle est mère de 2 fils, Drogon et Grimoald. Alpaïde devient la seconde épouse de Pépin vers 683. Sœur du redoutable comte d'Odon, qui assassinera l'évêque de Liège en 705, elle entretient une relation conflictuelle avec Plectrude. Son statut exact fait débat, simple concubine ou épouse légitime. Les documents officiels ne mentionnent jamais Alpaïde, contrairement à Plectrude, suggérant qu'elle est une épouse de second rang. La naissance de Charles se déroule dans la discrétion, sans lieu précis identifié. Son baptême est célébré par le futur archevêque de Reims, Rigobert, ce qui révèle néanmoins l'importance accordée à l'enfant. Fait remarquable, Charles reçoit un prénom alors totalement inédit, Carolus, qui signifie homme libre, courageux. Cette innovation anthroponymique est significative dans une société où les noms suivent des traditions strictes, particulièrement pour les successions dynastiques. Ce nom sans précédent semble d'emblée exclure Charles de l'héritage pipinide, les noms de lignée paternelle étant traditionnellement réservés aux héritiers légitimes. L'enfance et l'adolescence de Charles Martel demeurent largement méconnues, les sources restant muettes à son sujet jusqu'à après 700. Il est d'abord élevé par sa grand-mère paternelle, Béga, qui lui inculte les rudiments de la foi religieuse avant sa mort en 698. Charles rejoint ensuite la cour de son père, Pépin de Herstal, où il se retrouve au cœur des rivalités entre les 2 épouses de son père. Plectrude favorise ses propres fils, Drogon,
est nommé duc de Champagne, puis à sa mort en 708, son frère Grimoald lui succède. De son côté, Alpaïde, la mère de Charles, mobilise ses alliances familiales et transmet à son fils les domaines de Romersheim et Rheinbach. Entre 685 et 714, la puissance des Pipinides s'accroît considérablement, fondée sur d'immenses richesses foncières dans la vallée de la Meuse, et de nombreux monastères, ainsi que sur des alliances matrimoniales avec les grandes familles aristocratiques qui leur permettent de contrôler l'Austrasie. Pépin de Herstal, en tant que maire du palais d'Austrasie et de Neustrie, exerce le véritable pouvoir pendant que se succèdent sur le trône mérovingien 4 rois fantoches. Thierry III, mort en 691, Clovis IV, mort en 695, Childebert IV, mort en 711, et Dagobert III, mort en 715. Confinés dans la vallée de l'Oise, ces rois fainéants n'exercent qu'une fonction symbolique. Pépin tenant les rênes du pouvoir, depuis Herstal, Jupille, Chèvremont ou Metz, lieu où il réside le plus souvent. Contrairement à son oncle Grimoald, Pépin ne tente pas d'usurper le trône, se contentant d'être un roi sans le titre. Dans une charte de 706, il désigne comme héritier son fils Grimoald et ses petits-fils, excluant manifestement Charles de sa succession. Pendant cette période, Charles, alors âgé d'une vingtaine d'années, acquiert une précieuse expérience en observant les méthodes de gouvernement de son père. Si après sa victoire à Tertry, Pépin exerce un pouvoir sans partage sur l'Austrasie et la Neustrie, il s'efforce de contrôler les régions périphériques comme la Thuringe, l'Alémanie ou la Provence, et de contenir les menaces païennes des Frisons et des Saxons. Cette tâche immense, qu'il laissera inachevée, sera poursuivie par son fils Charles. En Austrasie, centre de la puissance pipinide, Pépin joue d'un soutien incontesté des grandes familles. Il s'appuie sur un réseau efficace de fidélité et sur de nombreux monastères liés à sa famille. En Neustrie, il applique une politique habile, mêlant bienfaits et surveillance. Il nomme des fidèles aux postes clés, dont son fils Grimoald comme maire du palais, et arrange des mariages stratégiques. Respectueux des institutions neustriennes, il gagne la confiance de cette région où s'affirme déjà, parmi la noblesse, un sentiment de proto-identité nationale. Pépin contrôle également les territoires par l'intermédiaire des évêques et abbés, plaçant des personnes dévouées à la tête des institutions religieuses. Il utilise massivement le personnel et les biens ecclésiastiques au service de son pouvoir politique, jetant les bases des futures relations entre l'Église et l'État. Cependant, Pépin privilégie la fidélité politique des évêques et des abbés plutôt que leur qualité religieuse ou morale, fermant les yeux sur de nombreux abus. Cette attitude contribue à la désagrégation du clergé franc, que dénoncera plus tard Boniface. Les territoires périphériques que j'ai mentionnés un peu plus tôt sont situés aux frontières du Regnum Francorum, et ils ont pour point commun de rejeter la tutelle franque en s'appuyant sur leurs différences ethniques. À leur tête se trouvent des ducs, patrices ou des rois locaux qui profitent de l'affaiblissement de la monarchie mérovingienne pour gagner en indépendance. Face à l'incapacité du roi mérovingien, c'est au maire du palais que revient la tâche colossale de reconstituer l'ancien royaume de Clovis. Pépin commence ce travail qui sera poursuivi par son fils Charles Martel après sa mort en 714. Certaines régions sont soumises sans grande difficulté, comme le Maine, où la principauté locale est éliminée, et la partie septentrionale de la Bourgogne, que Pépin place sous la direction de ses fils Drogon puis Grimoald. Cependant, la partie méridionale lui échappe, tandis que Lyon devient pratiquement une principauté épiscopale indépendante. L'Alémanie résiste davantage. Après la mort du duc Gottfried en 709, Pépin mène plusieurs expéditions pendant 3 ans et finit par reprendre le contrôle du duché, sans toutefois l'annexer complètement. La Thuringe subit un sort similaire. La Provence présente une situation particulière. Cette région profondément romanisée est dirigée par 2 patrices, Anténor et Maurontus, qui maintiennent leur pouvoir en jouant sur la dualité du royaume franc. En affichant leur allégeance au roi mérovingien,
ils privent Pépin d'un prétexte d'intervention. Ils entretiennent également des contacts avec les Sarrasins pour créer un contrepoids face aux Francs. S'ils réussissent à maintenir leur position sous Pépin, ils se retrouveront bientôt pris en tenaille entre les Francs et les musulmans lorsque Charles Martel prendra les choses en main. Deux autres régions, la Bavière et l'Aquitaine, représentent des territoires périphériques qui menacent constamment de se détacher de l'ensemble franc sous le règne de Pépin de Herstal. La Bavière, cette vaste région jamais réellement intégrée au royaume mérovingien, est dirigée par la puissante famille des Agilolfings, qui aspire à fonder une dynastie royale. Trop éloignée du cœur du royaume, ethniquement et religieusement hétérogène, bordée par des voisins menaçants comme les Saxons, les Slaves et les Avars, et avec des frontières fluctuantes, cette région demeure difficilement contrôlable. Pour consolider leur pouvoir, les Agilolfings misent sur l'unité religieuse comme ciment identitaire. Au début du 7e siècle, le duc Théodon cherche à fusionner les différents courants chrétiens, romains, anglo-saxons, irlandais, pour établir une véritable église nationale. Il fait appel à plusieurs missionnaires pour réaliser son projet. Et face à cette situation, Pépin se contente d'établir des liens familiaux avec les Agilolfings pour maintenir un contrôle minimal de la région. De l'autre côté du royaume franc, l'Aquitaine, ancienne province romaine conquise successivement par les Visigoths puis les Francs, est considérée comme un territoire colonial riche en ressources. La région se caractérise par de nombreuses villes prospères, une noblesse opulente et d'importants monastères. Cependant, elle manque cruellement d'unité, ce qui favorise l'émergence de multiples territoires quasi autonomes opposés à toute centralisation. Vers l'an 700, le pouvoir aquitain échoua à Eudes, un Eustrien qui se fait appeler prince des Aquitains, affirmant son indépendance face aux Mérovingiens et à leur maire du palais. Pépin mène des expéditions contre lui dans le Berry et soutient l'indépendance de l'Auvergne sous forme de principauté ecclésiastique. Néanmoins, confronté à de multiples défis, Pépin ne peut intervenir efficacement en Aquitaine, permettant à Eudes de consolider son pouvoir à Toulouse. À l'ouest, la Bretagne armoricaine, terre celte imprégnée d'une forte identité, bénéficie d'une indépendance de fait face au Regnum Francorum. Son histoire est marquée par l'arrivée massive de moines bretons fuyant l'île de Bretagne lors des invasions anglo-saxonnes au 5e et 6e siècle. Malgré des attaques franques et son incorporation temporaire au royaume de Childebert, fils de Clovis, la faiblesse progressive de la monarchie mérovingienne permet à l'Armorique de se détacher de la tutelle franque. La dernière tentative d'affirmation de l'autorité franque remonte aux années 630, sous le règne de Dagobert. À cette époque, Dagobert, fort d'une victoire en Aquitaine, envoie son conseiller Éloi en ambassade auprès du chef breton Judicaël, désigné tantôt comme roi, tantôt comme prince selon les sources. Judicaël reconnaît l'autorité du roi franc, sans pour autant se soumettre, affirmant qu'il n'a jamais manqué à ses devoirs envers les Francs. Cet épisode illustre l'influence croissante des chefs bretons et l'affaiblissement du pouvoir mérovingien, incapable d'imposer son autorité en Bretagne. Sous les Carolingiens, la Bretagne deviendra un royaume indépendant, Pépin n'entreprenant aucune action pour la soumettre. Le chef de la Bretagne, rétrogradé par la suite au rang de duc, reviendra sous l'autorité des Francs en étant intégré au royaume au Xe siècle. Plus au nord se trouve l'un des derniers bastions païens d'Europe occidentale. Pépin se retrouve donc confronté à un défi majeur: conquérir et christianiser la Frise, un territoire stratégique situé à la frontière de l'Austrasie et réputé pour ses activités maritimes et ses échanges avec l'Angleterre via le port de Doorstedt. Cette région, habitée par les Frisons, seule parmi les peuples germaniques aux côtés des Saxons à avoir échappé à la domination franque, reste encore profondément ancrée dans le paganisme. Pour Pépin, l'enjeu est double. D'un côté, il s'agit de reprendre militairement une région voisine, et de l'autre, de convertir ses habitants pour asseoir durablement l'autorité franque. Une première incursion sous Dagobert avait permis d'occuper la partie méridionale de la Frise,
mais les Francs avaient été repoussés dans les années 670-680. Pépin se trouve donc face à un adversaire tenace, le roi Radbod, à la fois guerrier redoutable et résolument opposé au christianisme. En 690, après avoir remporté plusieurs succès militaires et s'être emparé de villes telles que Utrecht ou Werthen, Pépin étend sa domination jusqu'au Vieux-Rhin, suivant le tracé de l'ancien limès romain. Toutefois, il sait pertinemment que ses conquêtes restent précaires et qu'une présence militaire continue ne suffit pas pour pérenniser son emprise sur ce territoire. Le retour inévitable des Frisons vers leur tradition ancestrale menace la stabilité de la domination franque. La solution, d'après Pépin, réside dans la conversion de ce peuple païen afin de l'intégrer durablement dans l'orbite chrétienne des Francs. Les tentatives d'évangélisation de la Frise ne sont pas inédites. Avant 690, des moines anglo-saxons avaient déjà essayé de diffuser la foi chrétienne sur ces terres, sans succès notable. Sous Dagobert, l'archevêque Cunibert de Cologne avait établi une première base chrétienne à Utrecht, tandis que l'évêque Wilfrid d'York, archevêque de Canterbury, avait amorcé une mission en 678. Cependant, ces initiatives demeuraient isolées et insuffisantes face à la résistance des populations locales, encore très attachées à leurs rites et croyances païennes. L'arrivée en 690 d'un groupe de missionnaires anglo-saxons conduits par Willibrord marque une nouvelle étape décisive. Né vers 658 dans le Northumberland et fils de Saint Wilgis, Willibrord se distingue par son énergie et son désir ardent d'évangéliser la Frise. Dès son débarquement à Katwijk en Hollande, Willibrord se rend à Utrecht, où il rencontre Pépin, qui, séduit par sa personnalité, lui permet de partir pour Rome. Là, le pape Serge Ier lui accorde l'autorisation de prêcher, en lui confiant même une précieuse cargaison de reliques destinée à consacrer les futures églises. Forte de cette bénédiction, Willibrord s'installe d'abord à Anvers pour reconstruire les églises de Saint-Amand et entreprendre une campagne d'évangélisation avec une fougue remarquable. Toutefois, le zèle du missionnaire et de ses compagnons se révèle parfois imprégné d'une certaine imprudence. En abattant les arbres sacrés, en détruisant les idoles et en bafouant les interdits des cultes païens, il provoque de vives réactions. Sur l'île de Walcheren, par exemple, un prêtre païen tente de le tuer d'un coup d'épée. L'attitude du missionnaire, perçue comme une agression par les Frisons, irrite profondément le roi Radbod. Ce dernier, bien que n'osant s'en prendre directement à Willibrord en raison de la protection que lui offre Pépin, ordonne l'exécution d'un de ses compagnons missionnaires, illustrant ainsi la tension permanente entre les forces païennes et les missionnaires chrétiens. Malgré ces échecs partiels, Pépin considère l'opération comme suffisamment encourageante pour donner un nouvel élan à la mission. En 695, il renvoie Willibrord à Rome afin qu'il soit sacré évêque des Frisons. De retour en Frise, Willibrord s'installe à Utrecht, où il construit une église et établit un siège épiscopal. Il nomme également des évêques parmi les missionnaires, espérant ainsi solidifier la présence chrétienne dans la région. Pourtant, malgré ses efforts, l'œuvre d'évangélisation tarde à porter pleinement ses fruits. La conversion des Frisons reste superficielle et la protection militaire apportée par Pépin s'avère indispensable pour maintenir l'équilibre. Paradoxalement, Radbod, dont l'attitude semble évoluer, accepte en 711 que sa fille, Theudesinde, soit baptisée et épouse Grimoald, le fils cadet de Pépin, signe d'un compromis fragile entre tradition et modernité. Cependant, à la mort de Pépin en 714, la situation se renverse. Radbod rejoint les adversaires des Pipinides et s'engage dans de nouveaux conflits contre Charles Martel, pour qui tout reste à refaire. Chez les Saxons, les efforts d'évangélisation sont également infructueux. Deux prêtres anglo-saxons, Hugwald le Blanc et Hugwald le Noir, tentent de convaincre un chef saxon de se convertir. Stratégie visant à convertir ensuite l'ensemble de son peuple. Cependant, les rites chrétiens suscitent la méfiance des habitants, qui se saisissent des deux missionnaires. Le premier est tué d'un coup d'épée, le second subit une mort atroce,
ses membres arrachés un à un avant que leur corps ne soit jeté dans le Rhin. Ces épisodes illustrent la fragilité de la conquête franque dans les régions limitrophes. Les Francs n'ont pas progressé significativement en Saxe, et le bilan de Pépin d'Herstal reste mitigé. En Austrasie et en Neustrie, il a restauré la paix et l'unité, et il est intervenu efficacement dans les régions périphériques, mais la domination pipinide reste précaire. Le pouvoir royal mérovingien est négligeable. Depuis 711, Dagobert III a succédé à son père. Le changement de règne est passé inaperçu. Les Mérovingiens sont définitivement relégués au second plan. Toutefois, des tensions internes viennent assombrir ce tableau de stabilité relative. En effet, un conflit oppose les deux épouses de Pépin, Plectrude et Alpaïde, chacune soutenant son fils pour la succession. Grimoald, le fils de Plectrude, est favori depuis la mort de son frère aîné Drogon. Le fils d'Alpaïde, Charles, sur lequel les sources sont restées jusque-là totalement muettes, attend dans l'ombre. En 714, avec la mort de Grimoald et de Pépin de Herstal, sonne l'heure de la prise de pouvoir pour Charles Martel.